Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de suivre Télémétropole à l'heure de Métro News. Voici les principaux faits saillants de l'actualité. La police nationale a mené une vaste opération dans la plaine du cul-de-sac, détruisant la base Las Vegas, présentée comme un important bastion du gang Chien Méchant. Plusieurs autres membres de groupes armés de la coalition Vivre Ensemble ont également été neutralisés mercredi dans le bazar Thibonite. Les violences qui secouent la région métropolitaine de Port-au-Prince ont déjà fait plusieurs victimes parmi les enfants. Au moins 7 enfants ont été tués et plus de 170 autres blessés, selon l'UNICEF et l'OCHA qui alertent également sur une aggravation de la crise humanitaire et des déplacements forcés. Le gouvernement affirme travailler avec le Conseil électoral, les partis politiques et la société civile afin de finaliser le décret électoral et renforcer les dispositifs de sécurité en vue des prochaines élections, alors que des doutes persistent concernant l'organisation des prochaines joutes. Le gouvernement promet des élections cette année. Bienvenue au développement des titres de l'actualité. La police nationale a mené mercredi une vaste offensive dans la plaine du cul-de-sac contre les bandits armés. Les forces de l'ordre ont investi puis entièrement détruit la base Las Vegas, considérée comme un bastion du gang armé Chien Méchant. Des engins lourds ont été utilisés pour raser les structures fortifiées. En appui à l'opération terrestre, des agents de la Task Force ont également déployé des drones de surveillance afin de traquer et neutraliser les bandits en fuite, selon le porte-parole de la PNH Lionel Lazare. Par ailleurs, une autre intervention menée par la police et la force de répression des gangs à la Croix-Péris et à Joannis, dans le bar Thibonite, a permis de neutraliser plusieurs membres du gang Kokorat Saras. L'assaut conduit par des unités d'élite avec l'appui de drones et d'armes lourdes a provoqué la dispersion de plusieurs autres criminels vers la zone de savane. Écoutons les précisions de Lionel Lazare. C'est la police, je vous dis, la cap bataille sur plusieurs fronts pour permettre que le conseil de zone qui est libéré permette que nous soyons capables de retourner à la caillou. Avant de nous entrer dans la plaine, je dit que la police nationale d'Haïti, à travers plusieurs unités spécialisées en main depuis hier matin, ont une opération dans la zone de la Croix-Péris avec Joannis, trouvée dans la Thibonite, spécialement dans la zone base Kokorat Saras, qui contrôle les zones ça. Il y a plusieurs bandits qui mortellement blessés, des armes qui récupérées et par force l'autre. Bon, le bilan, je pense que sous peu, la police a bien pour le un bilan par rapport avec l'opération. Parce que l'objectif opération que la police a mené surtout dans la zone Balatipolite là, c'est permettre que vous libérer conseil des zones, permettre que vous démanteler conseil de groupe gang pour faire la vie capable de reprendre dans la zone ça et permettre que Mounio tout yo capable de retourner dans la zone. La police nationale d'Haïti, Task Force, compagnie et puis plusieurs unités spécialisées, la police a continué mener une série d'opérations ça. Par exemple, le monde va poser tête. Est-ce que il y a un plan pour ça vient? Bon, c'est que la police a pas avancé. Il faut qu'opération au bon côté que yo commencé parce que c'est permettre que opération au fait yo prend contrôle zone ça, consolider et plutôt avancer sur une série de l'autre zone. Et donc, c'est objectif à ça, et la police, il a continué de travailler sur ça, et le directeur général de la police, à travers le commandement, il est très clair sur ça, c'est permettre que continue avec l'offensive, permettre que l'opération continue pour voir comment la vie est capable de reprendre et pour nous retourner dans la zone. Objectif là, c'est ça lié. La police a campé, tout ça, c'est mission, c'est objectif ça qui manifeste la caille dans l'institution, permettre que les zones consolidées, créer une base dans la zone qui peut permettre que la vie capable de prendre, permettre que nous capable de retourner dans la zone. Nous connaissons que les questions de sécurité sont qui est extrêmement fragile. C'est pas toute stratégique la police, c'est pas toute bagaille que en matière de sécurité, ça qui est avec l'enseignement que vous pouvez aller sur les zones, vous pouvez obligé d'expliquer parce que la police a une stratégie ou pas mais pas obligé qu'on ait yo féliciter toute la police nationale d'Haïti à travers volonté ça qui vient surtout dans la zone la Croix-Péris et dans le moment que nous parlons ensemble avec vous là la police trouver dans zone ça dans base ça et correspondant dans l'éclair que gagne activité
il y a un groupe là qui est libéré, même laissé timidement, mais la police a continué le travail pour permettre que ils prennent le contrôle de la zone ça à 100% pour que le monde capable de faire va-et-vient dans la route ça là. L'évêque du diocèse d'Ansavo-Miragoâne et vice-président de la conférence épiscopale, Monseigneur Pierre-André Dumas, appelle la communauté internationale à se mobiliser d'urgence pour soutenir Haïti. Dans des déclarations relayées par Vatican News, le prélat exhorte le monde à dépasser la pitié superficielle afin d'instaurer une fraternité concrète. Il invite ainsi les paroisses, les institutions et les communautés religieuses à s'unir autour d'une journée mondiale de prière. Le leader religieux a toutefois salué l'audience accordée le 9 mai 2026 par le pape Léon XIV au Premier ministre haïtien Didier Fils-Aimé. Comme annoncé en titre, au moins 7 enfants ont été tués et 176 autres blessés dans les violences qui secouent la zone métropolitaine de Port-au-Prince depuis le dimanche 10 mai 2026. Ce bilan provient des données du Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF, publié dans un rapport du Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies (OCHA), daté du 13 mai 2026. L'organisme onusien signale que des dizaines de personnes auraient perdu la vie, bien qu'aucun bilan global officiel n'ait encore été confirmé et que de nombreuses familles restent bloquées au cœur des affrontements. Sur le plan humanitaire, l'Organisation internationale pour les migrations, OIM, recense déjà 5 354 personnes déplacées, soit 1281 ménages. La majorité de ces déplacés s'est regroupée dans 12 sites distincts, dont 58% dans la commune de Delma et 36% dans d'autres secteurs de Cité Soleil. Comment les autorités doivent-elles procéder pour combattre les gangs? Faut-il une réelle implication des forces armées d'Haïti dans cette lutte? Pour commenter l'actualité, l'ex-militaire et citoyen engagé, également porte-parole de l'association des militaires d'Haïti, Ashley Larac, est avec nous. Monsieur Ashley Larac, bonsoir, bienvenue sur le plateau. Bonsoir Rose, bonsoir aux auditeurs, auditrices, Radio Télémétropole. Alors, de nouveaux affrontements entre gangs armés ont contraint des centaines de familles à abandonner leurs maisons. Et justement, aujourd'hui, lorsque vous regardez la situation sécuritaire, monsieur Ashley Larac, est-ce que vous avez une explication au fait qu'aujourd'hui, nous avons la PNH, les Forces armées d'Haïti, la Task Force, malgré tout ceci, les gangs continuent d'étendre leur influence? Il n'y a aucune autre explication que, je voudrais résumer à dire l'incapacité des dirigeants à nous donner une solution. Puisque la plupart de ces mouvements-là, ce sont des choses qui ont été prévues. Donc je ne comprends pas que, justement, elles ne soient pas contrées à temps. Parce que pendant les affrontements à Cité Soleil, je suis bien placé pour vous en parler, puisque je travaille au parc industriel de la Sonapi, donc les gens se sont réfugiés devant la Sonapi. Ouais. Donc je vis l'horreur tous les jours. Avant les affrontements, il y avait des rumeurs de problèmes entre les gangs, entre les différents gangs. Donc ils auraient pu, de toute manière, prévenir cette catastrophe. Pendant les affrontements, il n'y a rien eu pour aider ces gens-là. Et la plupart des gens qui ont fui durant la nuit, qui se sont réfugiés au parc industriel, ont été... Et ces gens-là ont été eux aussi manipulés. Puisque... Manipulés par qui? Je ne sais pas, mais il y a quand même on voit une main politique derrière ce genre de choses. Puisque des gens qui fuient leur zone de résidence ne vont certainement pas perdre leur temps à chercher des pneus pour les mettre au milieu de la rue et acheter des gallons de gasoline, puisqu'ils ont autre chose à faire de leur argent, ils survivent. Mais non, est-ce que ce n'est pas pour protester justement? Ils ont ras-le-bol de tout ce qui se passe. Écoutez, avoir ras-le-bol, non, je comprends, et la plupart des gens sont fatigués de la situation. Mais ça ne veut pas dire qu'ils vont prendre de leur argent et s'acheter un gallon de gasoline à 850 gourdes pour pouvoir enflammer un pneu. Donc, bon, certains diront, puisque les autorités généralement n'entendent que la violence. Donc ils sont obligés d'utiliser la violence en termes de bruit, en termes de slogans,
Et de toute manière, elle est compréhensible et elle est normale. Mais quand on voit les choses systématiques et une répétition des gestes de violence d'avant, c'est-à-dire des pneus enflammés justement, qui nécessitent une certaine stratégie, un savoir-faire et de l'argent. Parce que je passe de ce côté tous les jours. Il n'y a pas de pneus usagés dans la zone. Il faut aller les chercher en quelque part. Donc quelqu'un aurait fui sa zone de résidence en catastrophe et serait venu et dans la zone des Trois-Mains, aurait perdu son temps, ou pris de son temps pour aller chercher des pneus un peu plus loin, jusqu'à dans le carrefour de DHL, revenir avec, acheter un gallon de gasoline en pleine nuit et commencer à enflammer des pneus. Ah non. Donc si l'on comprend bien, il y a une main politique derrière ces affrontements qui se font déjà. Donc déjà non. Avec les affrontements et puis pour ces personnes qui sont réfugiées. Je ne dirais pas qu'il y a une main politique derrière ces affrontements, ce qui est presque évident, mais je préfère dire qu'il y a une utilisation du résultat des affrontements des gangs par un secteur politique. C'est-à-dire, il y a un secteur politique qui surenchère cette catastrophe pour pouvoir faire passer son message politique. Dans quel objectif, selon vous? Forcer le Premier ministre à partir? Monsieur Fils-Aimé n'a pas que des amis. Donc il est évident que le gouvernement, les ennemis du gouvernement actuellement, vont secouer ce gouvernement autant qu'ils peuvent. Et c'est une manière de le faire en utilisant un mouvement de désespoir populaire et en l'instrumentalisant de manière à ce que ça devienne une protestation comme celle que nous avons l'habitude de voir, avec des pneus enflammés, des jets de pierre et toutes sortes de choses. Donc si l'on comprend bien cette situation, on ne peut pas la mettre dans le cadre de l'insécurité généralisée, les gangs qui... Oui, non. Elle fait partie de l'insécurité généralisée. C'est pour vous dire qu'il n'y a pas que le désespoir, il n'y a pas que les bandits à créer cette insécurité. Il y a une instrumentalisation des actes de banditisme par un secteur politique, donc qui entretient ces actes-là. Mais comment l'identifier? Comment identifier ce secteur politique? Bon, ça, c'est le travail. Si nous avions un service d'intelligence, ils auraient très certainement pu identifier la main. Mais comme tous les gouvernements qui se sont succédés jusqu'à présent peinent à créer un service d'intelligence efficient, donc voilà. Alors le tableau sécuritaire est plutôt sombre dans le pays depuis quelques jours déjà. Donc certains se posent la question, où se trouve le problème? Est-ce un manque de moyens? Puisqu'on parlait de la mission multinationale qui n'a pas eu les moyens escomptés. Est-ce qu'on a un problème d'hommes, de capacité, de volonté, de leadership? Où est le problème, M. Larac, selon vous? Le problème se trouve un peu partout. Il y a très certainement un problème de leadership, puisque nous n'arrivons pas à canaliser les compétences et nous n'arrivons pas à prendre les décisions qu'il faut. Regardez quelque chose de très simple. Regardez les constructions sur les trottoirs. On accuse les mairies de ne pas pouvoir ou d'avoir accepté que des maisons soient construites sur les trottoirs. Les petits commerces, que ce soit à Pétionville, à Delma ou un peu partout, tous les trottoirs sont envahis de construction. Mais si vous allez plus loin et si vous menez une petite enquête, ce sont les policiers qui sont propriétaires de ces maisons-là. Certains policiers. Écoutez, on va dire. En face du poste de police de Delma 33, là où se trouve la prison là maintenant, en face de ce poste de police-là, tous les trottoirs sont occupés. Comment se fait-il qu'un poste de police chargé de faire régner l'ordre accepte des constructions sur les trottoirs juste en face de ce poste-là? C'est-à-dire, le directeur de ce poste-là, enfin, le responsable de ce poste-là, passe chaque jour devant des trottoirs occupés qui sont en face du poste. Allez demander pour qui sont les commerces qui se trouvent sur ces trottoirs-là, vous verrez. Les motos qui n'ont pas de plaque d'immatriculation qui circulent, demandez à qui ils appartiennent. Puisque aucun poste de contrôle de police ne les arrête. Ou si jamais il les arrête, il les laisse repartir, parce que le propriétaire est certainement un ayant droit. Qui d'autre qu'un policier pourrait donner un droit?
Donc vous êtes en train de nous dire que les forces de l'ordre qui sont censées mettre de l'ordre dans le pays créent du désordre. Évidemment. Et particulièrement les policiers. On prend autre chose. Pour passer le cap de Martissan et envoyer les marchandises dans le sud, on est obligé de charger un bateau. Ça coûte une fortune pour mettre une marchandise sur ce bateau. Une fortune pour faire passer son véhicule. Oui, malheureusement. D'accord. Mais cet argent qui est payé, que ce soit 1 000 $, 2 000 $ américains qui est payé, vous pensez que c'est le bateau qui le touche seulement? Les policiers sont payés, les bandits sont payés. Ce commerce lucratif, pourquoi vous voulez que des policiers qui sont en charge du Carrefour puissent vouloir résoudre le problème de sécurité qui leur rapporte de l'argent? Les escortes de containers qui se font tous les jours, les escortes de tankers de gaz qui sortent, parce que vous savez que les tankers de gaz ne sortent pas de là où il est sans payer une escorte. Mais cette escorte, ce ne sont pas les policiers seulement qui touchent l'argent de là. Et puis, où est-ce que l'État comptabilise ce qui a été payé? Où est-ce que c'est admis qu'on doit payer une escorte? Donc, si cette corruption a été institutionnalisée, parce que la police est au courant que les propriétaires payent. Même les plus hautes instances, les plus hautes autorités policières. C'est dit régulièrement dans les émissions de télévision, de radio, c'est connu et que c'est payé. On paye pour avoir une escorte de containers pour recevoir une marchandise chez soi quand ça sort de la PN ou quand ça sort du terminal pétrolier. On paye. Donc l'insécurité, c'est comme un business pour certains. Évidemment. L'économie de la sécurité est extraordinaire. À 250 $ le conteneur par 300 conteneurs par jour, imaginez-vous ce qui se passe sur la route. Donc là, lorsque nous regardons la population, c'est sûr que les téléspectateurs et les téléspectatrices vont se dire, là, nous, pourquoi absortir? Nous pas absortir, nous prenons. S'il n'y a pas un complot citoyen, un complot de gens de bien, si on ne donne pas les moyens pour qu'un chef de la police fasse cesser ce genre de choses et commence, si l'impunité continue comme elle est, si la justice ne sanctionne pas les policiers qui font le travail, eh bien, ceux qui vont subir, c'est la population et les policiers qui sont honnêtes. Il y en a qui risquent leur vie tous les jours. Et les policiers qui risquent leur vie tous les jours, il n'y a pas une médaille, une récompense. Vous et moi, nous ne connaissons même pas leur nom. C'est pas normal non plus. Comment voulez-vous qu'un jeune qui risque sa vie pour une population, pour protéger une population, puisse mourir inconnu? C'est pas normal. Nous ne savons plus valoriser les gens et nous tolérons ce qu'il ne faudrait pas tolérer. Et vous croyez que l'actuel chef de la police, nous parlons de M. Vladimir Parizon, ne pourra pas justement mettre de l'ordre dans tout ce chaos qu'il y a? Vous savez, il ne faut pas un chef de la police. On ne parle que de M. Parizon comme chef de la police et on lui donne la responsabilité de tout ce qu'il y a. Mais il y a quand même un directeur général je ne sais pas, du service de logistique dans la police. Il y a un directeur général du service, de l'inspection. Il y a l'inspection générale de la police. Où sont ces gens? Pourquoi ne viennent-ils pas sur les plateaux de télévision expliquer ce qu'ils ne font pas ou ce qu'ils font? On ne peut pas incriminer quelqu'un qui s'occupe de déploiement seulement et ne pas incriminer les autres responsables. On se soucie de changer un directeur, alors qu'il faudrait investiguer toute l'équipe pour savoir quels sont les compétents ou les incompétents de cette équipe-là. Quand des blindés, comme ça m'est arrivé à moi, quand des blindés rentrent,
par accident, écrase une voiture, il y a des responsables. Il faut qu'ils soient dédommagés. Il faut que la personne dont le véhicule a été endommagé soit dédommagé par la police. Il faut que quelqu'un réponde de ça. Mais pourquoi est-ce qu'on doit appeler le directeur général de la police pour ça? Il y a des gens qui sont responsables. C'est toute une équipe, c'est toute une évidemment, il n'y a pas que le directeur général. Et parlant de déploiement, M. Ashley Larraque, nous savions qu'aujourd'hui on parle beaucoup de la force de suppression des gangs qui doit venir justement aider à combattre l'insécurité. C'est déjà ici. Oui, qui est là justement, mais le contingent n'est pas encore complet. Donc on vise 5500 hommes et aujourd'hui on n'a même pas le chiffre exact. Par rapport à cela, vous croyez que cette force de suppression des gangs viendra et aidera réellement à rétablir ce climat sécuritaire? Ou ce sera une mission multinationale 2.0, comme l'a si bien dit le Premier ministre? Ce qui est arrivé au Kenya, c'est que quand les troupes kenyanes étaient dans un théâtre d'opération et qui, après avoir décidé du type d'opération ou du lieu à aller, et qu'ils s'apercevaient que celui qu'ils allaient attaquer comme bandit était déjà renseigné. Et qu'eux-mêmes, ils risquaient leur vie pour rien. Parce qu'ils s'entendent avec un état-major de police, ils font passer le mot, ils décident d'une stratégie, mais en allant sur les lieux, le bandit est déjà averti qu'ils allaient venir. Et le bandit va pouvoir anticiper. Voilà. Donc, à ce moment, le Kenyan vous dit, écoutez, je ne vais pas risquer ma vie pour les Haïtiens, puisqu'ils me mettent en danger. Donc, ce n'est pas une opération comme ça, c'est un piège. Ce n'est plus une opération. Donc, il est normal qu'après 2 ou 3 tentatives de ce genre, les Kenyans se soient mis un petit peu en retrait et ils sont restés indifférents aux sorts haïtiens. La même chose risque d'arriver avec la force de répression des gangs si nous n'avons pas une coordination, je dirais, crédible avec la police, l'état-major de la police et l'état-major de l'armée. Si nous n'avons pas une coordination crédible, nous n'allons arriver à rien. Mais s'il y a une certaine crédibilité entre ces 2 états-majors, qu'il y a un regroupement des forces ou un commandement unifié qui puisse établir avec nos amis de l'international des stratégies et des théâtres d'opération à effectuer tout de suite, avoir un plan. À ce moment, c'est autre chose, nous allons avoir des résultats très rapidement. Mais il faut aussi pouvoir identifier celui qui donne les informations au bandit aussi. Parce que sinon, c'est laver messie à terre, comme dit... Oui, écoutez, il y a moyen, du point de vue militaire, il y a moyen de neutraliser tous les gens qui sont porteurs d'informations. Il y a moyen de neutraliser. C'est pas sorcier. Si on ne veut pas que des troupes connaissent quelque chose, on n'a qu'à ne pas les avertir jusqu'au moment de l'opération. Ils ne pourront rien faire. S'ils n'ont pas de téléphone, non, mais ils n'ont pas ce genre de choses, c'est fini. Nous ne sommes plus au stade des signaux de fumée. Justement. Bon. Donc ça veut dire qu'il y a moyen, s'il y a une réflexion intelligente et citoyenne à propos du mode, en fait, de la manière de mener les opérations, je suis sûr qu'il y aura des résultats. Je ne suis absolument pas contre les forces multinationales parce que je n'ai pas suffisamment de policiers au combat. Et honnêtement, et de manière très égoïste, je préfère risquer moins de vie haïtienne dans une opération. Mais c'est égoïste et c'est très haïtien, c'est vrai. Monsieur Ashley Larraque, nous allons refermer cette entrevue sur ces mots. Merci infiniment de votre disponibilité. C'était un plaisir. Port Maillan, merci beaucoup. Voilà donc l'analyse de monsieur Ashley Larraque, porte-parole de l'Association des militaires d'Haïti. Il était l'invité de Métro News ce soir. Merci de votre fidélité à Métro News. Le général de division mongole Erdenbah Batsouri a officiellement pris ses fonctions à la tête de la force de répression des gangs. Pour son entrée en fonction immédiate, le responsable de la FRG a dirigé mardi une première séance de travail au siège de la Direction générale de la police nationale à Tabar. Accueilli par le directeur général de la PNH André Jonas Vladimir Paraison, le général Batsouri s'est présenté entouré d'officiers supérieurs de son état-major
originaires de Mongolie, du Tchad et du Sri Lanka. Autre dossier à Métro News, le gouvernement travaille actuellement avec le Conseil électoral, la société civile et les partis politiques afin de finaliser le décret électoral avant sa publication officielle, a déclaré le Premier ministre Alix Didier Fizeme. Ces travaux devront également permettre l'élaboration d'un budget électoral plus réaliste, a souligné le Premier ministre, lors du lancement d'un programme national de formation visant à renforcer la sécurité électorale et à garantir des élections crédibles au profit des différentes autorités du système judiciaire ainsi que des forces publiques. En outre, le gouvernement a mobilisé 3 milliards de gourdes pour le financement des partis politiques. Lors du lancement de cette formation, les représentants du Conseil électoral et du ministère de la Justice ont tous assuré que les prochains scrutins se tiendront bien cette année. Suivez ce compte-rendu, signé Riti Fortuné et Guy Trichoisy. Le gouvernement et le CEP sont en désaccord sur certains points pourtant essentiels pour la tenue des élections, mais s'accordent sur la nécessité de lancer des formations pour des cadres appelés à jouer un rôle dans l'organisation des scrutins. Si l'amélioration du climat sécuritaire est souvent posée comme base préalable à la tenue de ces joutes, ce sont des acteurs du système judiciaire et de la sécurité publique qui ont pris part à cette formation, organisée conjointement par le CEP et le ministère de la Justice et de la Sécurité publique. Selon le président du Conseil électoral provisoire, Jacques Desrosiers, cette démarche vise à préparer les institutions au contexte particulier dans lequel se dérouleront les scrutins. S'il est vrai que les élections sont l'expression même de notre volonté collective, le reflet de notre engagement citoyen à bâtir une société juste, équitable et démocratique, nous devons reconnaître qu'elles vont se dérouler dans un contexte assez complexe. Chers acteurs et actrices judiciaires, chers acteurs et actrices de la police nationale, vous représentez la force de la loi et la loi de la force publique. Toujours pas de précision dans les propos du chef du gouvernement, qui a pourtant laissé entendre lors d'un entretien que le premier tour des élections pourrait intervenir d'ici la fin de cette année. Toutefois, en dépit des incertitudes, des milliards de gourdes sont déjà disponibles pour les partis politiques. Le Premier ministre Alix Didier Fizeme a par ailleurs fourni de brèves explications concernant le budget et le retard de la publication du décret électoral. Nous déjà mobilisé tous les moyens nécessaires pour garantir que l'élection soit faite dans de bonnes conditions. Comme là, appareil sécurité l'État là, appareil judiciaire sous pied. Objectif nous, sans force côté, créer conditions pour partis politiques qui ont fait campagne et puis pour chaque grain haïtien qui a exercé le droit vote dans sécurité, transparence et dignité. Nous avançons en concentration étroite avec le CEP, la société civile et les partis politiques pour finaliser le décret électoral. La méthodologie des réformes constitutionnelles conformément aux vœux du pacte national et un budget réaliste. Mesdames et messieurs, policiers, soldats, magistrats, commissaires du gouvernement, l'organisation de ces élections exigera du courage et des sacrifices. Mais c'est l'unique chemin pour restaurer notre démocratie. Rappelez-vous cette vérité fondamentale. Vous n'avez qu'un seul chef, le peuple haïtien. C'est à lui seul que vous devez loyauté, discipline et impartialité. Dans cette étape historique, votre comportement devra être exemplaire. Le pays est désormais en mode élection. Chaque infraction électorale sera traquée et sanctionnée avec la plus grande rigueur de la loi. L'occasion pour le ministre de la Justice de faire le point sur cette initiative, essentielle selon lui pour préparer au mieux les élections, attendues depuis une dizaine d'années dans le pays. Cette formation devrait se dérouler dans toutes les juridictions avant la mise en place d'un pôle judiciaire spécialisé dans les crimes financiers,
afin de prévenir et de réprimer le blanchiment des avoirs durant tout le processus électoral, souligne Patrick Pellissier. Le ministère de la Justice et de la Sécurité publique, conscient de cette responsabilité, entend, à travers ces formations, former les acteurs judiciaires et policiers sur leurs obligations dans le processus électoral et la manière d'exécuter efficacement de telles obligations avec neutralité, professionnalisme et le sens du devoir. Ces acteurs, une fois formés, conscients de leur rôle, viendront en appui au Conseil électoral, qui est le gardien des règles du jeu, qui assure la transparence, la crédibilité comme critère de toute élection démocratique. La première phase de cette initiative s'adresse aux commissaires du gouvernement, aux juges de paix ainsi qu'aux agents des forces armées d'Haïti et de la police nationale. Cette première étape se concentre sur les communes de Port-au-Prince, de Petit-Gouave et de Croix-des-Bouquets, avant un déploiement progressif à l'échelle nationale. Tout ceci alors que les doutes ne font que grandir quant à la possibilité d'une tenue d'élection dans un avenir proche dans le pays. Autre dossier, l'homme d'affaires haïtien Dimitri Vorbe devrait être expulsé vers la République dominicaine sous 7 jours, mettant fin à 8 mois de détention à Miami. Un accord validé par le juge fédéral Darren Glass prévoit son transfert et le retrait de sa plainte contre le gouvernement américain. Par ailleurs, selon le journal dominicain Diario Libre, les autorités dominicaines ont annoncé mercredi matin que M. Vorbe ne sera pas autorisé à entrer sur le territoire dominicain à la suite des informations faisant état d'une possible expulsion des États-Unis vers la République dominicaine. Dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux, précise le quotidien, l'institution a indiqué que M. Vorbe fait l'objet d'une interdiction d'entrée en vigueur depuis le 13 octobre 2025, conformément à une notification émise par la Direction nationale du renseignement et exécutée par la Direction générale des migrations. En justice, plus de 120 magistrats ont été nommés, dont 58 juges de paix, afin de renforcer l'appareil judiciaire. Ils ont reçu leur commission de nomination ou leur renouvellement de contrat ce jeudi 14 mai à l'École nationale de la magistrature à la Route de Frères. C'était l'occasion pour le président du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, le magistrat Jean-Joseph Lebrun, de mettre en garde les nouveaux nommés quant à leurs obligations envers la justice sociale. Selon le président de la plus haute instance judiciaire du pays, ils sont appelés à lutter contre l'insécurité juridique et à faire respecter les principes d'éthique ainsi que la régularité dans les tribunaux. Écoutons les propos du président de la Cour de cassation, Jean-Joseph Lebrun. Je tiens à adresser mes plus vives félicitations au Premier ministre ainsi qu'aux membres de son gouvernement, plus particulièrement au ministre de la Justice et de la Sécurité publique, pour avoir procédé à la signature de ces 120 commissions de nomination. Le Conseil apprécie cet acte à sa juste valeur. Point n'est besoin de rappeler qu'il contribue au renforcement de l'état de droit et à l'efficacité de notre système judiciaire. Collègues magistrats, l'honneur qui vous est fait aujourd'hui est indissociable de la lourde responsabilité qui vous incombe. Dans le contexte particulièrement difficile que traverse notre pays, où les attentes sociales sont immenses, votre rôle est primordial. Vous devez conjuguer vos efforts et travailler de mieux en mieux pour rendre opérationnel le service public de la justice, tout en veillant au respect scrupuleux des droits de tous les justiciables. En ce sens, je m'en voudrais de ne pas vous rappeler certains de vos devoirs sacrés tels l'impartialité, l'indépendance et la probité, pour ne citer que cela. Dans l'exercice de vos fonctions, n'est d'autre boussole que la loi et votre conscience. Votre mission, aussi noble qu'exigeante, consiste à rendre la justice à qui elle est due, sans crainte ni faveur, afin de restaurer la confiance des citoyens dans les institutions judiciaires.
Le contexte actuel ne nous autorise aucune complaisance. L'insécurité juridique est un poison qui fragilise la paix sociale. Il vous appartient d'être les antidotes à ce mal. Chaque dossier qui passera entre vos mains, chaque sentence que vous rendrez, doit être une pierre ajoutée à la reconstruction de notre pays. La structure politique dénommée Renfort réclame des explications claires de la part des autorités haïtiennes et de la communauté internationale au sujet de la fermeture de l'aéroport international Toussaint Louverture. Près de 2 ans après l'arrêt des vols internationaux réguliers, les voyageurs haïtiens continuent de payer des billets à des prix exorbitants sans qu'aucune explication officielle précise n'ait été fournie jusqu'ici. Pour Isric Théophin, cette situation traduit un manque de volonté de rouvrir l'aéroport. On écoute ses propos. Là que nous connaissons la réalité pays, nous gagnons une classe moyenne, une classe universitaire qui est totalement réduite aux plus simples expressions et que mobiliser des sommes exorbitantes pour soit ou traverser des caps haïtiens, pour traverser non pour traverser dans l'autre pays, ça coûtait population, ça coûtait on dit demandeurs une fortune ça que yo même yo pas possédé. Sur le plan commercial, ça gagne une incidence grave sur ensemble des activités économiques en dans pays. Là que nous connaissons l'aéroport international là, c'est on dit c'est porte international pays. C'est porte officielle pays en termes de réception des officiels étrangers. Là que l'aéroport international est censé fermer, donc ou couper avec le reste du monde. C'est comme quoi ou pas en communication avec le monde, ou pas en communication avec les autres États. Donc pour nous-mêmes, ça les mêmes les gagnons incidence négative sur pratiquement toute activité dans le pays. Et nous-mêmes renfort, nous croyons. Et sur le plan culturel, nous gagnons ensemble des Haïtiens étrangers qui t'arrêtent et viennent visiter le pays. Nous gagnons Haïtiens qui t'arrêtent viennent dans le pays, aller dans la couille, viennent dans activités culturelles dans le pays. Mais là que l'aéroport international est bloqué, n'est pas fonctionnel, eh bien, ou isoler moun sa yo par rapport avec sociaux, par rapport avec origine yo, par rapport avec culture yo, par rapport avec tradition yo. Donc pour nous-mêmes, qu'il s'agit sur le plan économique, culturel, académique et commercial, donc pour nous-mêmes, ça a gagné une grave incidence sur le pays et que nous exigeons des explications par rapport avec fermeture ça, parce que l'on a constaté qu'il y a un ensemble de pays dans le monde qui généralement en guerre, mais ça pas contraint de fermer l'aéroport international. Aujourd'hui, nous sommes capables de parler des cas d'Israël, nous avons parlé des cas Liban, nous avons parlé des cas Ukraine, là aussi, mais il y a fonctionné, l'aéroport international a fonctionné. Iran, l'aéroport international a fonctionné. Pour qui ça nous-mêmes, nous pas en guerre à personne. Seulement, yo créé une situation d'instabilité dans le pays. Et nous croyons au niveau renfort, problème qui gagne par rapport avec bandits, assapat, cap théoriser population, c'est un problème d'État. Et puis pour refermer la page nationale de Métro News, au total, 120 jeunes universitaires vont intégrer 3 grands chantiers stratégiques de la DINEPAP. Selon le directeur général de l'institution Théophile Austinville, l'amélioration de la gouvernance, le renforcement des capacités institutionnelles et techniques, ainsi que la conquête progressive de l'autonomie financière constituent, entre autres, 3 piliers essentiels pour la DINEPAP. Près de 98% du financement du secteur de l'eau potable et de l'assainissement provient encore des partenaires internationaux. Et l'institution ne peut dépendre éternellement de ressources extérieures, insiste le directeur général. Suivez ce reportage de Rodolphe Pierre-Louis et de Claude Désir.
Au total, 120 jeunes finissants et diplômés, issus de différentes disciplines, vont se mettre au service de la communauté grâce à un programme mis sur pied par la DINEPA, explique le directeur général Théophile Stainville. Pendant les 3 prochains mois, vous serez déployés dans toutes les régions du pays. Vous ne serez pas des simples observateurs. Vous serez intégrés au cœur de 3 grands chantiers stratégiques qui définissent aujourd'hui le secteur de l'eau potable et de l'assainissement. Et je cite, l'amélioration de la gouvernance, le renforcement des capacités institutionnelles et techniques, la conquête progressive de notre autonomie financière. Près de 98% du financement du secteur de l'eau potable et de l'assainissement en Haïti provient encore de nos partenaires internationaux, alors qu'ils devaient être en mesure de répondre à certaines obligations. C'est pourquoi aujourd'hui, nous lançons un appel respectueux mais ferme. Le secteur de l'eau potable et de l'assainissement mérite sa juste place dans le budget national. L'occasion pour le directeur général de l'institution de faire le point en ce qui concerne l'objectif de la mise en place d'une telle initiative en faveur des jeunes étudiants. Avec ce programme, nous voulons bâtir un pont solide entre eux. Nous voulons que nos universités deviennent des partenaires permanents de l'innovation sectorielle. Nous voulons que les recherches, les mémoires et les talents produits par nos institutions alimentent directement les solutions concrètes dont le pays a besoin. L'avenir de l'eau en Haïti ne se construira pas seulement avec des infrastructures, mais aussi avec des femmes et des hommes compétents, une administration modernisée, conclut le DG. Nous arrivons au terme de cette édition de Métro News. Voici le rappel des principaux titres à la une. La police nationale a mené une vaste opération dans la plaine du cul-de-sac, détruisant la base Las Vegas, présentée comme un important bastion du gang Saint-Méchant. Plusieurs autres membres de groupes armés de la coalition Vivre Ensemble ont également été neutralisés mercredi dans le Martibonite. Les violences qui secouent la région métropolitaine de Port-au-Prince ont déjà fait plusieurs victimes parmi les enfants. Au moins 7 enfants ont été tués et plus de 170 autres blessés selon l'UNICEF et l'OCHA, qui alerte également sur une aggravation de la crise humanitaire et des déplacements forcés. Et puis le gouvernement affirme travailler avec le Conseil électoral, les partis politiques et la société civile afin de finaliser le décret électoral et renforcer les dispositifs de sécurité en vue des prochains scrutins. Alors que des doutes persistent concernant l'organisation des prochaines joutes, le gouvernement promet des élections cette année. Voilà ce qui referme cette édition de Métro News. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain soir pour une prochaine édition de Métro News, mais restez branchés sur Métropole, la programmation continue. Bonsoir.